Bienvenue dans le podcast L'espoir fait rire et aujourd'hui on a la chance d'avoir Léno comme invité. Léno, est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît? Salut Benoît, merci pour l'invitation. Je m'appelle Lénora Hamon, a.k.a. Penda au Sénégal, c'est mon petit surnom. Voilà, je vais avoir 30 ans. Aïe, 30 ans. Et voilà, je suis entrepreneuse, je crois. Et donc cofondatrice de l'association Niofar. D'accord, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire, les étapes que tu as un peu suivies pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Alors le scolaire, c'est parti un petit peu dans tous les sens. J'ai fait un bac scientifique et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma voie finalement, parce que j'étais très nulle. Mais j'ai eu mon bac quand même. J'ai eu mon bac et je me suis dit, c'est en terminale que je me suis rendu compte que j'étais plutôt communicante plutôt que scientifique à faire des petits calculs ou des grands calculs. Et je me suis dirigée vers la communication après. Donc j'ai fait un BTS communication. Où ça? À Orléans, à l'AFTEC, en alternance. Du coup, trop bien. T'étais où en alternance? Alors du coup, ma première expérience professionnelle est celle qui m'a permis du coup de pouvoir bien cadrer mes autres expériences, mes futures expériences. J'ai été dans une mairie, dans un service communication pendant 2 ans. À la mairie d'Orléans, du coup? Non, mairie de Saint-Jean-de-Bray. Ok. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ok, plus jamais. Clairement, ça ne me ressemblait pas du tout. Le côté institutionnel, très structuré, pyramide. Je me suis dit non, je me suis pas du tout rencontrée et connue là-dedans. Et t'as quel âge à ce moment-là quand tu te rends compte qu'en fait tout ce que tu viens de faire, parce que c'est quand même la fin d'un aboutissement quand t'as ton BTS, ouais. Tu t'es battu un peu toute ton enfance, adolescence pour arriver à ce moment où t'es diplômé, tu vas basculer dans le monde du travail. Et t'arrives et là t'as fini tout ce chemin où normalement tu dois dire enfin, tu vois, je vais pouvoir gagner, mais là tu te dis putain, c'est pas ce que je veux faire. Alors, pour un peu contrer ce que tu me dis, je me suis quand même éclatée dans mon job, tu vois. J'ai vu en fait ce qui me convenait, ce qui me convenait pas. Et donc toute la partie un petit peu plus de terrain, organisation d'événements, interne, externe, tout ça m'animait un peu. Et c'est là que je me suis dit, trop bien quand même l'expérience, parce que ça m'a permis de me connaître, me découvrir. Donc j'ai mon BTS. Mais du coup, l'idée, c'est de me rapprocher de quelque chose qui me plaît plus. Donc là, je suis partie dans une licence, parce que j'étais assez fan de faire des études quand même. Ça m'animait aussi. Le boulot, les études, en même temps, l'alternance, c'était le cursus parfait pour moi. Du coup, t'as fini ton BTS, du coup, tu rebascules dans une licence. Donc, tu reprends un autre... je recherche une alternance. En fait, si tu veux, en dernière année là, de BTS, je savais que je voulais faire une licence. Moi, je savais même que je voulais faire un master. Pour être honnête. Et du coup, cette dernière année là de BTS me permet de me dire ok, quelle licence je vais faire et ensuite où est-ce que je veux postuler et pas postuler, tu vois, n'importe où pour juste avoir une entreprise. Et ton BTS te permet de pas reprendre à zéro au niveau licence? Ouais, bien sûr, c'était une L3. Et du coup, je trouve une L3 qui me ressemble vachement, enfin en tout cas qui me branche comme ça sur le papier, c'est management de projet. Et sur Orléans aussi? Non, en région parisienne. Et du coup, je me dis, mais c'est trop ça que je veux faire. Genre, manager des projets, faire des projets, tu vois, imaginer, monter, créer, et après, faire du feedback, ça me plaisait bien. Et du coup, je fais le concours, c'était sur concours. Je suis reçue dans la licence. Et nouvelle mission de trouver une alternance. Et je trouve une alternance qui me ressemble beaucoup, beaucoup plus et qui me lance vraiment... pour la suite, c'est à Loiret Nature Environnement, donc à Orléans, dans une association de protection de l'environnement. Donc tu fais ton alternance à Orléans en faisant tes études sur Paris? Ouais, c'est ça, je fais des allers-retours. Et tu fais combien de temps 1 an? Une année. Une année. Une année, je valide ma L3, du coup j'ai encore un diplôme, trop bien. Et après ça, je me dis, ok, c'était trop cool de faire des études, machin, mais là j'ai trop envie de bouger, j'avais envie d'aller en Afrique. Alors, c'est un peu large de dire envie d'aller en Afrique, mais en tout cas j'avais envie de vivre un truc là-bas, une expérience pro. T'avais déjà voyagé un peu avant ça ou pas? Ouais, j'avais déjà voyagé un petit peu, en Europe, j'étais au Brésil, au Maghreb, mais non, j'avais été déjà au Sénégal, j'avais oublié. Et c'est quoi ta manière de voyager à ce moment-là? T'es un peu dans le confort ou un peu dans le backpacking, un peu dans... À cette époque-là, j'ai 21 ans, 22 ans. Et non, je suis pas encore dans le backpacking, mais j'ai un mood en mode, je
je suis open. Je suis pas non plus dans le confort, mais je suis en fait madame tout le monde dans le voyage, quoi. Ok. Juste ouverte, cool, sans chichi en tout cas. Et à ce moment-là, tu décides du coup de partir en Afrique Ouais, à ce Avec- moment-là, avec une idée précise ou tu y vas un peu en mode je vais découvrir le continent? pas du tout. Vu que en licence, j'ai appris à structurer les projets. J'avais vraiment en fait envie d'y aller pour quelque chose de très très concret. Et du coup, en fait, j'ai cherché à faire un service civique. Est-ce que tu peux expliquer ce que Ouais. c'est le Service civique, c'est une mission généralement d'intérêt général qu'on peut faire avec une structure. En fait, des structures en France qui proposent des missions dans leurs établissements. Et du coup, en fait, sur le site du service civique, servicecivique.gouv, il y a toutes les missions qui sont répertoriées. Et en fait, il s'agit de postuler. Et en gros, tu es indemnisé par l'État français. Et en même temps, du coup, tu vas bosser dans une structure qui ne te paye pas. Mais donc, toi, tu bosses pour eux, ça les arrange. Et toi, tu découvres aussi le monde du travail en tant que service civique. Et tu avais cette possibilité de le faire en Afrique. À l'international, tu as un service civique normal, France, et un service civique international. À savoir que le service civique, pour l'international, c'est des milliers de candidatures pour, très peu de missions, quoi. Parce que la jonction entre les missions en France et les missions internationales, ça doit être ultra fluide. Généralement, c'est même une structure française qui t'envoie dans une structure partenaire à l'étranger. Et donc, du coup, c'est pas très simple. Et elle se fait comment la sélection? Dossier, entretien. Entretien, comme un entretien pour un job normal. On te rencontre, tu rencontres la structure. Et du coup, en gros, en vrai, là, j'ai fait mon premier grand pari avec moi-même. C'est qu'à la licence, je voyais la fin de la licence arriver. Et je me suis dit, en fait, là, j'étais un peu à un carrefour. En mode, soit je postule à un master, à savoir s'il y a des concours, patati patata. Et donc, dans ce cas-là, potentiellement, je vais faire un master. Ouais. Soit je fais un service civique. En gros, j'avais l'option service civique ou rien. Je m'étais dit, c'est service civique ou rien du tout. Je me suis pas inscrite en master. Je me suis dit, YOLO. Voilà, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un plan A, il faut le réaliser. Du coup, je commence à postuler. Trop difficile déjà d'avoir du feedback sur ça. Il y a plein de missions qui répondent pas. En fait, il n'y avait pas tellement de missions. Hein. T'avais postulé pour quelle mission? J'avais postulé, je me rappelle avoir postulé pour 2 missions, une au Sénégal, une au Togo. Et j'avais eu un entretien pour le Sénégal et j'avais pas été prise. J'avais eu un entretien au téléphone, je me rappelle. J'avais pas été prise, je me rappelle, j'avais trop pleuré. C'était le bout de ma vie. Je me disais, je vais jamais partir, je vais jamais réussir. Et persévérance, machin. Et là, un jour, je vois une mission passer. Tout de suite, je postule. Et donc, on m'appelle et on me dit, venez à Bordeaux. On vous fait passer un entretien. J'arrive à l'entretien, je me rappelle, Bordeaux, c'est 5 heures de route. Il a fallu venir la veille, il y avait toute une organisation. Et j'arrive à l'entretien, je raconte ça parce que c'est un peu cocasse. Et j'arrive à l'entretien, je me dis, ouais, il y a beaucoup de monde ici. Genre, ouais, il y a beaucoup de missions au Sénégal. Et en fait, il y avait tellement de monde qu'ils avaient fait des entretiens de 10 personnes. C'était groupe de 10 par groupe de 10. Pour la même mission? Ouais, pour la même mission. En fait, ils en prenaient combien pour ça? Il y avait 5. L'association coordonnait 5 missions sur tout le Sénégal. Et du coup, ils recrutaient pour les 5 postes. Et genre, on savait même pas exactement les missions. Parce que il y avait 5 missions différentes. Mais genre, ils avaient fait une annonce pour ces 5 missions. Et eux-mêmes ont réparti les profils. Genre, cette personne a été bien pour ça. Et c'est eux qui ont réparti. Et du coup, genre, t'arrives, t'es là en entretien avec 10 personnes autour d'une table. Ils te font parler tout seul. Et après, ils te posent un exercice sur la table en mode, maintenant, travaille en équipe. Résolvez cette problématique. Genre, tu connais personne. Je me suis dit, c'est quel genre d'entretien? Et je me souviens, en sortant, je me suis dit, c'est la merde. Là, c'est la merde. Je crois qu'on était genre on était en mai ou en juin. C'était la merde pour moi. Voilà. Je rentre, machin. Et une semaine plus tard, un matin, mon téléphone sonne. C'est l'association bordelaise qui m'appelle. Ça s'appelle Couleur du Monde. Et ils me disent, Lénora, ça va? Non. On vous a recruté. Genre, si vous êtes toujours d'accord pour partir au Sénégal, go, on vous a mis sur la mission de Guédiawaye, chargé de projet culturel, ça vous va? Oui, ça me va nickel. Et 2 semaines, à la fin de la, ouais, c'était à la fin de la licence, du coup. En tout cas, dans l'été, il fallait qu'on fasse une préparation au départ, 3 semaines à Bordeaux. Et après, genre, ils nous ont envoyés au Sénégal. Donc, tu arrives au Sénégal à ce moment-là. Ouais.
3 semaines pour te préparer vraiment à ce qui va se passer. T'arrives là-bas, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'arrive là-bas, du coup, mes premiers vrais pas au Sénégal. J'étais partie en vacances là-bas. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Rien de Quand t'es en comparable. vacances et Rien de comparable. travailler, c'est totalement différent. Bah, déjà, tu viens dans un mood en mode, ok, là, c'est ma nouvelle maison pour plusieurs mois. T'arrives à Dakar? Ouais, en fait, ma mission, elle était à Guédiawaye, donc en banlieue de Dakar. En gros, tu prends la capitale et on te met à côté en banlieue, là où il y a trop de monde, trop de circulation, trop de bazar. C'est la banlieue, les gens ont très peu de moyens. Et en fait, je travaillais dans un centre d'insertion et de réinsertion des jeunes au travers des cultures urbaines. Donc très clairement, ce centre, au cœur de la banlieue, il avait toute sa place parce que là-bas, beaucoup de délinquance, beaucoup de décrochage scolaire, les jeunes qui font rien, donc du coup, qui partent sur la mauvaise voie de la délinquance. Et du coup, ce centre, il permettait vraiment de pouvoir capter des jeunes et donc ils venaient rapper, ils venaient graffer, ils venaient danser, ils venaient faire du slam. Il y avait un studio. Toi, t'avais de l'expérience dans l'urbain avant ou pas? Pas du tout, mais genre juste hyper open par rapport à ça. Et du coup, j'avais de l'expérience dans la gestion de projet. Et eux, ils voulaient que je gère des projets. Donc en mode avec la team sur place, qui baignait dans le milieu, etc. Eux, ils disaient ouais, ce serait bien qu'on fasse ça. Et moi, ma mission, c'était de structurer tout ça. Et du coup, on travaillait tout le temps tous ensemble. Et genre, il y a un festival qui a été fait, Guédiawaye by Rap. Et maintenant, il se fait chaque année, et c'est le rendez-vous. Il y a tous les rappeurs du Sénégal qui sont là. Enfin, c'est trop stylé. Et du coup, j'étais parachutée là-dedans. Un milieu de mecs, vraiment très clairement. Tout le monde parlait Wolof. Toi, tu débarques, petite Toubab qui est là. Bon, j'ai un peu de tempérament, tu vois. Mais en fait, en vrai, ça a été hyper dur. Les 2 premières semaines, je pense que j'ai pleuré. Je pleurais 7 jours sur 14, quoi. Donc, c'était archi dur. C'était archi dur, mais... Et t'as appris le Wolof? J'ai appris le Wolof plus ou moins. En tout cas, les salutations, ça va, je dirais bien. Après, quelques mots, non, mais ça allait à ce niveau-là. Mais après, j'étais comme chez moi, très clairement, c'était la maison. Et pour repartir, ça a été un grand problème. Un très grand problème, tu vois. Je dis tout le temps, j'arrive. J'ai pleuré de ouf, j'étais là en mode... Je me rappelle, à l'époque, j'avais mon amoureux en France et tout. Le premier soir, on m'a montré ma maison. J'habitais chez l'habitant. On m'a mis chez l'habitant. Je suis allée là-bas. Je peux pas rester là. C'était un autre monde. Enfin, en fait, t'as beau être préparé, t'es pas prêt. Et je me rappelle, le gars qui m'hébergeait, enfin, la famille, j'aurais dit, excusez-moi, est-ce que je peux retourner au centre, donc au J-Pop, pour avoir du réseau, de la Wi-Fi, pour appeler mon copain. Et on est retourné à 22h là-bas. Je l'ai appelé, j'ai dit, prends-moi un billet d'avion. Je rentre demain, prends-moi un ticket, s'il te plaît. Et je pleurais. Il me dit, non. Je dis, si. Et il m'a dit, non. Je suis, bon, d'accord. Et voilà. Et la première nuit, j'ai écrit des notes sur mon téléphone. Sur la note, j'étais en mode, ouais, c'est horrible. Non, mais pourquoi je fais pas comme tout le monde? Pourquoi je peux pas rester comme tout le monde, calme, chez moi, tranquille, en France, à Orléans, nice, tu vois? Et pendant une semaine, ça a été ça, à me plaindre sur mes notes de téléphone. Et elle a duré combien de temps, ta mission? Elle durait 8 mois. Donc là, on arrive à la fin de ces 8 mois et quel est ton temps? Mais moi, je rentre pas, les gars. Moi, je rentre pas. J'étais là en mode, on peut pas prolonger la mission, quelque chose. Non, ok, d'accord. Et du coup, voilà, j'arrive, je suis au bout de ma vie, mais en fait, je repars, je suis au bout de ma vie aussi. Et là, Tu rentres en France après ces 8 mois? Ouais, je rentre en France parce que quand même, je perds pas le Nord et j'ai un master à faire. Tu vois. L'idée, c'est faire un master. Et clairement, l'expérience me fait me caler sur quel master je vais faire. Et avec l'idée de revenir. Très clairement, je te dis, je voulais pas partir. Donc là, tu prépares ta revenue avec ce master? Ouais, je me dis, je vais faire un master qui me permettra de revenir après. Et du coup... Quel master? Du coup, je me suis dirigée vers le développement durable. Ok. L'environnement, l'écologie, tout ça. Développement durable. Parce que déjà, moi, j'ai cette fibre-là. J'avais travaillé chez Loire et Nature Environnement, protection de l'environnement, tout ça. Enfin, ouais, clairement, je suis une écolo. Non, mais voilà, c'est ça. Et tout prend sens. Et je me dis, il faut que je mixe tout ça. Et au Sénégal... Et de toute façon, en Afrique, globalement, il y a trop de taf à faire là-dedans, tu vois. Développement durable, c'est une voie d'avenir. Et c'est un truc qui donnera aussi du sens à ma vie, clairement. Pas du tout envie de mettre, je sais pas, dans la finance, dans des trucs qui vont pas dans... T'as envie d'un truc qui a du sens. Ouais, vraiment. Et qui me fait vibrer, tu vois. Et moi, c'était hors de question que je fasse un boulot qui me fasse pas vibrer. Je préfère, comme je dis toujours, gagner grave mal ma vie, mais me réveiller tous les matins en faisant un job
qui m'anime et que j'aime plutôt que gagner des centaines de mille et j'aurais de la métro boulot dodo. Je peux pas. Voilà. Donc là, tu rentres, tu fais tes 2 ans de master. Ouais. T'as ton master. Ouais. Tu repars à Dakar instantanément Non. ou... Enfin, oui et non. Je fais ma sœur toujours en alternance. On est focus sur l'alternance. Trop important l'alternance. Du coup, je me dis, ok, première année de master, je retourne chez Loire et Nature Environnement. Il y a des trucs à faire, de nouvelles missions, ça me branche. Après, je me dis quand même, faudrait que je m'éloigne un peu de l'environnement, faut que je fasse un peu de social. Et du coup, je galère, mais je trouve une alternance à Paris, dans une fondation, FAS, ça s'appelle, Fondation Agir contre l'exclusion. Et là, je suis prise. En plus, ça, j'aimerais trop le raconter. T'avais pleuré combien de fois avant d'être prise? Non, mais moi, je pleure souvent. Mais par contre, je raconte ça parce que c'est quand même un peu drôle, cette histoire de la dernière année de master. Du coup, en gros, à la fin de la première année, il faut que je retrouve une alternance. C'était encore la galère. Le marché de l'alternance, c'est trop compliqué. Et je fais plusieurs entretiens, je suis shortlistée souvent, mais je suis pas prise, jamais prise. Donc là, je pleure à chaque fois. Je suis là en mode, là, je vais louper ma dernière année, ça va être chaud, tu vois. Mais quand même, je me dis, YOLO, si au mois d'août, pendant mon mois de vacances, je partais au Togo, ce serait vraiment cool. Et du coup, je pars en postulant à des missions comme ça, en me disant, Inch'Allah, ils me rappelleront en septembre, tu vois, comme si le mois d'août, personne ne rappelait personne. Je pars au Togo. Trop bien, je fais une mission chouette et tout pendant un mois. Toujours payé par l'État ou... Pas du tout, là c'est purement bénévole parce que les vacances me servent pas aller à la plage et pas siroter des mojitos, mais aller bosser au fin fond du Togo pour construire une baraque pour des enfants. Voilà. Et du coup, je rentre et je me dis quand même, j'étais pas sereine parce que je me dis, on est début septembre. Genre, j'ai la rentrée, j'ai pas d'alternance, c'est un peu chaud quand même. J'arrive, je me rappelle, l'avion se pose à Charles de Gaulle, j'allume mon téléphone, et là, j'ai un message vocal de la Fondation Agir contre l'exclusion. Message genre datant du 8 août. Le truc, ça fait 3 semaines. Oui, mademoiselle Hamon, on aimerait bien vous rencontrer en entretien. On était le 2 septembre. J'étais en mode, ça va être un peu chaud, tu vois. On rentre à Orléans, le premier truc, je balance mes bagages, en mode, bon, je rappelle la Fondation. Et donc, allô, oui, c'est mademoiselle Hamon, je suis désolée, j'étais à l'étranger. Oui, donc vous voulez me rencontrer en entretien? Non, mais mademoiselle Hamon, c'est fini. Je fais, oh, ça va pas être fini. Et là, je sais pas, j'ai tenu le gars 20 minutes. Je me rappelle, 20 minutes au téléphone. Et à la fin... Transformer le nom en oui. Ouais, le mec me dit, bon, quand même, votre profil est intéressant. On s'est pas arrêté encore sur un candidat. C'est vrai que ça a été un peu compliqué. Venez à Paris demain. Je lui dis, chaud, j'y vais. Et 2 jours plus tard, j'ai été recrutée. Et donc, j'ai fait mon alternance dans cette fondation. Et c'est dans cette fondation que j'ai rencontré mon binôme, ma partenaire de projet actuel, Sabrina. Et c'est après ça que c'est quoi, on va y arriver à ça. Vous avez monté une association? Ouais, c'est ça. Une association en Afrique ou en France? Une association française de loi 1901. Ok. Ouais. Qui a pour but d'officier en Afrique? Ouais, c'est ça. C'est une association française de loi 1901 dont toutes les activités se trouvent au Sénégal, en Casamance et précisément à Boucotte. Donc en fait, en gros, on est français, le bureau est français, etc. Mais tout se passe au Sénégal. Et on a même été reconnu par l'État sénégalais. Donc vous avez ça engendre quoi en fait cette c'est-à-dire que l'association est aussi reconnue au Sénégal par le ministère de l'Intérieur et donc nos activités sont viables et voilà légales. Enfin ouais, purement légales. Elle consiste à quoi ces activités? Yes, du coup l'association s'appelle Niofar, association Niofar. Ça veut dire quelque chose? Ouais, ça veut dire quelque chose en wolof justement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on est ensemble. Et c'est exactement le fond de notre projet, c'est on est ensemble. Et du coup, on a cofondé avec Sabrina cette structure qui travaille sur 2 axes prioritaires, un social et un environnemental. Et pour faire ça, en fait, on a monté un écolieu dans lequel on anime tout le côté social. Donc, en gros, on a un écolieu avec... un espace de formation, des logements, etc. On a construit sur 1700 mètres carrés de terrain différentes structures et dedans, on accueille des formations, des animations, activités. Alors là, on va revenir un peu sur pas à pas comment tu arrives à avoir 1700 mètres carrés de terrain au Sénégal parce que ça paraît très complexe, tu vois, d'arriver et de se dire, OK, je vais faire ça. L'idée déjà,
Vous vous rencontrez à l'école, elle arrive comment? On va aller faire un truc là-bas. Non, en fait, donc déjà, Sabrina, c'était ma boss à la fondation. C'était ma chef. Et en papotant, on se rend compte que moi, du coup, j'ai bossé au Sénégal. Et elle allait tout le temps au Sénégal en vacances, en Casamance. Et de fil en aiguille, je sais, c'est au bout de 6 mois, elle me dit, moi, j'en ai marre d'être à Paris. J'ai envie de donner du sens à ma vie plus que ce que j'ai maintenant. Et moi, j'étais là, ouais, c'est bien, c'est cool. Moi, j'ai envie de retourner en Afrique après master, machin. Et en fait, là, on s'est regardé en mode, il y a peut-être un truc à faire. Et en fait, Sabrina, très clairement, elle a une casquette ultra sociale. C'est Madame Sociale. Et moi, j'avais cette casquette ultra environnement, tu vois. Et Sab me dit, ouais, non, mais on pourrait faire... Donc, on s'est dit qu'on allait aller en Casamance, tu vois. Casamance, c'est le sud-sud du pays, là où il n'y a pas beaucoup d'activités, pas beaucoup, tu vois, c'est un peu la zone laissée pour compte du Sénégal, parce que... C'est en dessous la Gambie? Exactement. La Gambie est dans le Sénégal, et du coup, ce qui fait que ça sépare un peu de Sénégal, et ça enclave vachement la Casamance qui est en dessous, tu vois. Et du coup, il se passe beaucoup moins de choses en Casamance qu'au nord. Et on se dit, chaud, nous, on se met là. On se met là, en plus, il y a la nature à gogo. Il y a tout à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, et c'est un endroit hyper verdoyant en termes d'environnement, tu vois, ça fait vachement sens aussi. Et du coup, on se dit, on va se mettre là. Et Sabrina parlait tout de suite de faire Enfin, elle connaissait un peu la zone, quand même pas mal même. Et elle savait qu'il y avait des grands enjeux autour de la formation des jeunes, l'insertion, c'était hyper compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'écoles, il n'y a pas beaucoup de moyens pour les jeunes de se former. Et elle avait déjà cette notion-là, et elle parlait de faire de la formation. Et moi, je disais, ok, chaud, mais... Comment on fait? Mais non, je me disais, si on le fait où? Parce que faire de la formation, tu sais, tu te mets pas dehors, tu sais, tu loues pas une salle des fêtes, quoi. C'est pas comme ça. Je me dis, on pourrait créer un lieu, mais c'est un lieu qui doit répondre à tous les enjeux environnementaux actuels, tu vois. On doit créer un lieu qui fasse sens, un lieu où il y a de la vie, un lieu où on respecte l'environnement, où on met même en valeur des initiatives et le développement durable. Donc, il faut que ce soit écologique. Il faut qu'on fasse un lieu où on fait de l'énergie solaire, où on a notre propre eau, ou alors où on construit avec des matériaux locaux, tu vois. C'était ça. Moi, j'ai rajouté ça au truc. Et ça fait que on a rapidement parlé d'écolieu. Voilà. Donc, maintenant qu'il y a l'idée, comment on la réalise? Comment on la réalise? On structure déjà l'idée sur le papier. Pendant plusieurs mois, au travail, quand on avait des pauses le midi, Sabrina et moi, on s'enfermait dans un bureau et on bossait. Et ça bossait sur ça. On avait un grand tableau blanc et on notait les idées. On a vraiment pendant plusieurs mois structuré le projet comme ça. Une fois que c'est structuré, il faut du budget. Il faut du budget, clairement, on n'en avait pas. On avait vraiment l'idée, on était full motivés. Mais quand même, avant ça, avant d'avoir du budget, il faut aller sur le terrain et se dire... Voir où est-ce qu'on le fait. Mais est-ce que surtout ça va marcher? Est-ce que, tu vois, on a plein d'idées, mais est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'on est vraiment dans le vrai? Ou est-ce qu'on a un peu édulcoré le truc, tu vois? Donc, on part un mois là-bas. C'était au mois d'octobre. En fait, moi, j'allais avoir mon master. Enfin, c'était la fin de mon année. On part là-bas un mois et on fait une grosse étude de faisabilité. Pendant un mois, on rencontre trop de personnes pour parler du projet, pour voir si ça pourrait prendre, tu vois, parce que tu peux pas arriver avec tes idées. C'est pas comme ça, tu vois. Ça match avec. Si ça match, si c'est vraiment un besoin, si c'est une réalité, si entre la réalité et entre ce que tu penses et ce que tu imagines et la réalité, il y a toujours un fossé, et ça, fallait vraiment pouvoir le palper, le sentir. C'est ça. Et réajuster. Exactement. Du coup, on y va, on bosse un mois. Globalement, à la fin, on se dit, ça marche. Et là, on a quand même eu un méga coup de flip. C'est qu'on s'est dit, là, on a un tournant. En gros, soit on se lance. Dans ce cas-là, on plaque tout en France. Parce que c'est pas un projet de je fais ça bénévolement. Pendant un an, et après, là, tu t'engages vraiment sur le plan personnel. Professionnel, tout. Tout y passe. Et puis, tu peux pas faire un projet comme ça à distance. Tu es là, tu prends tes affaires, tu t'installes au Sénégal et tu te consacres à ton projet, c'est ton nouveau bébé, tu vois. Et on s'est posé, ça a duré quelques jours en mode est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Là, on était un petit peu, on était moins sereine, tu vois. Et du coup, on s'est lancé. Ça part. Donc, vous rentrez en France? Non. Ça dure quelques jours, et en fait, à cette époque-là aussi, à l'étude de faisabilité, on a quand même visité des terrains.
On avait un contact sur place et on a regardé des terrains. On était là en mode, est-ce que ça pourrait le faire Et on a eu un coup de cœur sur un terrain. Vraiment, on avait été 3 terrains. On a eu un coup de cœur. Et là... Vous avez acheté le terrain? On a acheté le terrain. On l'a acheté 10 millions. Donc 10 millions de francs CFA, c'est 15 000 euros. Ok. Ouais, 15 000 euros. Avec, après, il y avait des frais. Ça nous a coûté au total 18 000 euros. De votre poche ou c'est l'association qui a... Non. Alors, pour répondre à ta question de tout à l'heure, l'association, elle a été créée. Il n'y a pas de trésorerie qui a été mise dans l'association. Tu vois, on a créé l'asso comme ça. Et après, on savait que pour mener le projet, on allait devoir lever des fonds. Voilà, c'est le principe. Et donc, pour débuter le projet, il allait falloir que nous-mêmes, cofondatrices, on investisse dans le projet. Qui d'autre que nous pour lancer le truc, tu vois. Et du coup, le terrain, on s'est dit, go, on l'achète, on l'a partagé. C'est 50-50. Sabrina, pour la petite histoire, elle a vendu sa voiture en France. Elle avait une petite mini de pétasse. Et elle a vendu sa caisse pour acheter... pour les gens qui ont des mini. C'est vraiment une mini de pétasse. Vraiment, elle-même le disait. Et go, elle a mis sa thune là-dedans. On y va. C'est maintenant, tu vois. C'est ça. Et moi... Donc là, vous arrivez au Sénégal, vous avez acheté votre terrain. Ouais. Et vous êtes là avec votre idée, mais pas de structure, pas l'asso encore. Non. Vous êtes là. Vous dites quoi? On est là, donc on arrive. En fait, on s'était dit la première année, donc on achète fin 2018. Donc là, on rentre en 2019 et on se dit, cette année, on construit l'écolieu. Tu vois, très naïvement, on se dit en presque 1 an, on arrive à faire ce qu'on veut. Mais à savoir qu'on avait 0 au tout départ et que voilà, on avait un terrain et 0 francs, 0 euros. On arrive en janvier, on revient en janvier, et c'était parti pour mobiliser autour de nous, pour commencer à faire prendre le projet, parler du projet, et en parallèle, on avait lancé toute une stratégie de levée de fonds, tu vois, en mode, on regardait les appels à projets, les fondations d'entreprises, les entreprises au Sénégal, les entreprises en France. C'était vraiment une levée de fonds franco-sénégalaise. Et voilà, et on passait notre temps à parler du projet, proposer le projet pour que ça touche quelqu'un. On a monté une vidéo de com. Il y a un vidéaste à l'époque, Gaël Oupa, qui est un youtubeur vidéaste d'ici là, qui est venu au Sénégal pour tourner une vidéo pour faire de la com, tu vois, sur les projets, pour pouvoir la montrer, la diffuser. Et à ce moment-là, les structures sont faites ou pas de l'asso? Ah mais non, on n'a rien. Là, il n'y a rien. C'est toujours... On a un terrain, c'est la brousse. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une maison dessus quand même? Non, il n'y a rien. Vous dormez où? On louait un appart. Où vivaient ensemble, on faisait tout ensemble. C'est simple avec Sabrina. On a vécu comme, je sais pas, comme une famille. C'était elle et moi et notre projet. Et on était focus comme ça. Et quand même aussi au lancement, on a lancé une cagnotte on a fait une crowdfunding. Et donc la cagnotte nous a rapporté 6 000 euros. Et ça, c'est en gros les premiers fonds qu'on a eu assez rapidement. C'est 6 000 euros. On a eu une marraine qui a donné de l'argent par un... C'est qui la marraine? Ariane Gottlieb, la fille du dessinateur Gottlieb. Ok. Voilà. On a eu marrainage. Grimpé, marche après marche. On a décroché au bout de 6 mois. Donc, tu vois, ça fait du taf, de janvier à juin. Il se passe beaucoup de temps et c'est au bout de 6 mois qu'on a eu notre premier financement de la part de Lush, les cosmétiques Lush, qui nous ont donné 10 000 euros pour le projet. Et du coup, on était folles, on s'est dit, ouais, c'est trop bien. Mais c'est que dalle, en fait. Mais c'est que dalle, parce qu'on avait besoin de plus de 100 000 euros, pour être honnête. Et du coup, c'était 10% du projet, tu vois. Et quand même, avec l'argent de la cagnotte et le marrainage, tout ça, on avait pu faire le puits sur le terrain. On avait pu construire les briques en géobéton. Donc, en fait, nous, on a construit en terre. Parce que, comme je te dis, par projet écologique, on a construit en terre. Et du coup, dès qu'on a eu le puits, donc de l'eau, on a récupéré de la terre locale, la terre rouge, et on a créé, je dis mais les artisans et les équipes, et nous aussi un peu, on a créé 18 000 briques de terre en géobéton. Et ça, on s'est dit, très bien, on a nos 18 000 briques pour construire tout le site, mais on n'avait pas l'argent pour construire. On avait nos briques, et voilà. C'est là. Et après, c'était comme ça à chaque fois, et pendant, finalement, alerte spoiler, 3 ans et demi, on a fait des travaux.
pendant 3 ans. 3 ans et demi de travaux. Ouais. Donc, 2021. Ouais, 2021. Non, en quelle année? 2023. Donc il y a 2 ans. On finit, en fait, on a fait 2019, 2020, 2021 et 2022. On a inauguré totalement le site, la fin de tout, la fin des travaux, le site en novembre 2022, l'année dernière. Donc maintenant que vous avez votre site, qu'est-ce que vous faites comme activité dedans? Maintenant qu'on a construit le site pendant 3 ans et demi, qu'on a levé plus de 100 000 euros, bon, ça c'est ouf. En fait, là, on comprend quand même que entre l'essence de l'idée et la réalisation finale de ton idée, il y a 5 ans. Il y a plus de 4 ans, 4 ans et demi. Et encore, on prend pas en compte les études, le Togo, mais tout était lié. Ouais, tout m'a emmené Mais sur cette voie. on a cette idée, j'ai cette rencontre et la réalisation là maintenant de l'écolieu avec la possibilité d'accueil, de faire vraiment comme vous aviez envie de faire. 5 ans à peu près. Ouais, en gros 5 ans. Donc patience, entre le mère de vertu. Ouais, de ouf. Mais patience, mais en fait, ça passe hyper vite. Parce que t'es tout le temps dedans, t'es sollicité et t'arrives toujours des trucs de ouf dans un projet comme ça. Tu rencontres quelqu'un, qui te fait rencontrer quelqu'un, qui te donne 5 000 euros, voilà. Et tu bosses. Nous, on a... Le site aujourd'hui, il est trop cool. Et là, vous accueillez des touristes aussi maintenant? Ouais, on a commencé. Effectivement, on a une petite partie d'accueil d'éco-voyageurs. Et ça, c'est ce qui permet un petit peu la viabilité économique du projet, de mettre un peu de fonds dans le projet via le passage de ces gens-là sur place. Vous formez des jeunes? Mais voilà, surtout. Et à l'heure où je te parle là, il y a une formation sur Néophare avec 16 bénéficiaires, avec un partenaire national qui est l'Agence nationale de la maison de l'outil, directement du ministère de la formation professionnelle. Donc à l'heure où je te parle, on a des activités très concrètes, opérationnelles sur le site, avec vraiment ce qu'on voulait faire. Enfin, et ce dont il y a besoin, c'est des formations qui répondent à un enjeu d'insertion, d'employabilité. Et il se passe ça, et maintenant ça vit. Et c'est comme ça que le site vit. Et voilà, en parallèle, il peut y avoir une petite activité. Il y a des bénévoles qui passent. On a reçu Jérémy, un bénévole qui est venu travailler 2 mois sur Néophare. Donc, ce que toi, tu as été faire ailleurs, il y en a qui viennent le faire. Exactement. Et je m'étais totalement fait cette réflexion-là, en mode, mais en fait, moi, je l'ai fait, et maintenant, c'est eux qui viennent chez nous, quoi. Comment ils ont pris les locaux, votre arrivée? On a été trop bien accueillis. C'est un projet qui a été accepté tout de suite, qui a été même... on a vraiment mis une empreinte, et fédérer autour du projet a toujours été une de nos priorités, parce que tu dois fédérer les populations, tu dois fédérer les administrations, tu dois fédérer les autorités locales. Tu vois, il se passe tout plein de choses autour d'un projet. Il n'y a jamais eu de couac. Il faut qu'il soit porté. Dieu merci, comme on dit, il n'y a jamais eu de couac. On a toujours... non, franchement, il n'y a jamais eu de couac. Est-ce que tu t'arrêtes du coup dans ce développement de projet, ou tu continues un petit peu à te former, à aller chercher d'autres choses, à avoir d'autres inspirations? Ouais. Bien sûr. Du coup, Sabrina et moi, après une expérience comme celle-là, et qui est toujours en mouvement, t'as vraiment un esprit entrepreneurial qui est né. Et en fait, on a soif de projet. On est dingue si on n'a pas de projet, en fait. Soif de ça, soif de projection. Qu'est-ce que tu fais pour assouvir ta soif? Des nouveaux projets. C'est quoi le nouveau? Et du coup, très clairement, alors, il y a toujours, maintenant qu'on est opérationnel, et qu'on forme des jeunes gratuitement, les jeunes des bourses 0 francs CFA, il faut toujours se dire qu'il y a de l'argent quand même qui doit circuler, parce que ces jeunes-là, ils sont formés, ça coûte de l'argent. Il y a des pros qui viennent les former. Nous, on est en cordeau, le site doit vivre, il y a des charges de fonctionnement, etc. Et du coup, nous, toute notre vie, entre guillemets, toute notre vie de Néophare, on va devoir lever des fonds. Donc, on est dans cette perpétuelle dynamique de levée de fonds, à toujours créer du maillage partenarial autour du projet, à toujours avoir une vision. Si on veut faire des formations en 2024, c'est maintenant qu'il faut qu'on cherche les partenaires pour les faire. C'est pas du jour au lendemain. Donc, on est constamment en train de travailler sur de la levée de fonds, sur des projets sociaux, des projets environnementaux, parce qu'on fait aussi de la sensibilisation à l'environnement. On va dans les écoles, les classes, elles viennent sur Néophare, découvrir le site. J'ai cru entendre que tu étais partie en bateau aussi, te former. Ouais, c'est ça. Et du coup, le nouveau gros projet, parce que ça, c'est des petits projets, on va dire des petits projets énergivores, bien sûr, des petits projets de Néophare. Mais aussi, on est en train de travailler sur un nouveau gros projet autour de la gestion et du traitement et de la valorisation du plastique, des déchets plastiques.
Parce que à force de travailler là-bas, à force d'être confronté à des problématiques du quotidien, le plastique, ça nous a vraiment frappé avec Sab. Et du coup, nouveau projet dans les tuyaux, créer une unité de transformation et de valorisation des déchets plastiques dans notre commune. Et donc là, donc Niofar, c'est un peu le bébé 1, tu vois. Et là, l'UTVP, on appelle ça UTVP, c'est le bébé 2, il est en gestation. Trop bien. Voilà. Trop. Et non, c'est ça, la soif, elle est là. Et en parlant de soif, voilà. Ce qui est trop cool, c'est que t'es la 5e invitée de ce podcast et t'es la première que je vais avoir la chance de pouvoir voir vraiment en concret. Là, tu me parles de choses. Moi, j'ai mon... Tu te projettes pas encore. Si, tu m'as fait voyager, tu vois. Moi, je suis là comme ça. Tu me parles de verdure, de choses. Moi, j'ai mon esprit qui commence à fonctionner, de formation. Tu vois, moi, je suis en train de me dire, putain, mais est-ce que je vais pouvoir apporter quelque chose, aider, parce que le but, ça va être de rester, d'aider un petit peu. Quand on va tu vas bosser. On va bosser avec, j'espère que je serai bien physiquement quand on va arriver, parce que il y aura du kilomètre dans les jambes, mais, qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de ce voyage et de notre association qu'on est en train de fonder, c'est vraiment le début, l'incipit là donc tout ce que tu parles, nous on a accéléré vraiment la gestion parce que moi le projet est né dans ma tête en janvier. Là, on est 6 mois plus tard et il doit se réaliser dans 2 mois, le départ. Donc, on est sur un truc où les gars sont là en train de me dire, non, mais faut décaler le départ. Moi, j'ai dit, non, c'est mort, c'est le 24 qu'on part. On part le 24. Ils disent, oui, ok. Dans leur tête, c'est, on va essayer demain. On part le 24. Et tu vois, tout ce process-là me parle de ouf. On a essayé de le raccourcir. Donc, il va y avoir des galères derrière tout ça qui vont arriver. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Déjà, la première chose, pour être passé par là, le lancement d'un projet, le lancement d'une structure, d'une asso, je comprends tellement ce que vous vivez, je comprends tellement dans quel mood, dans quel mindset même vous vous trouvez. Je peux que être avec vous, genre de tout cœur, voilà, ça me fait sourire et je me dis go, tu vois, go, ils sont partis et en fait l'asso que vous êtes en train de créer, en train de lancer, si elle fait sens pour vous et qu'elle peut apporter encore du sens dans d'autres projets, pour d'autres porteurs de projets, parce que en fait, vous allez soutenir plein de projets sur ce passage. Enfin, c'est vraiment l'idée de votre structure. Ben, je me dis go, et je me dis aussi, faut que je vous fasse rencontrer Jérémy, donc le bénévole qui est passé sur Niofar. Typiquement, votre asso, elle peut grave répondre à ses enjeux à lui. Enfin, déjà, j'ai envie de vous connecter avec du monde et votre passage, déjà ton passage au Sénégal sera, à mon avis, j'espère une des meilleures étapes de ton périple parce que c'est déjà la rencontre commence ici et je trouve ça ouf, tu vois. Ça se trouve à Orléans. Moi, elle a commencé bien avant au lycée quand même. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais on se calculait pas, faut dire la vérité. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai. Et donc, en fait, tout ce petit monde-là, ce petit réseau-là, l'asso, la mienne maintenant, on se connecte et ouais, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, on va faire des trucs de ouf ensemble et du coup, bah, force à vous et voilà, c'est ça. Ça va le faire. En tout cas, j'espère que les gens qui vont écouter ce podcast ont appris beaucoup de choses à travers tout ce chemin entrepreneurial, tous ces échecs, parce que on va pas non plus oublier que tout ce parcours que tu as commence par un non au départ, que tu as transformé en oui. Au bout de 20 minutes où tu n'as pas lâché le non, parce que sinon, tu rencontres jamais ta partenaire. Ouais, mais c'est ça. Donc, si ce jour-là où on t'appelle et on te dit non, toi, tu es là comme ça et tu dis, ah putain, encore non. Non. Ce jour-là, tu es là, tu es revenu, tu dis, putain, je viens de faire 1 mois d'humanitaire au Togo. J'ai aidé des gens, on m'appelle pour un poste où je dois aider des gens aussi. Et on me reproche d'être allé aider des gens. C'est pas normal, en fait. Ça. Non, moi, je vais te dire ce que je suis parti faire pendant tout ce temps-là. Et tu vas accepter, en fait, que j'étais pas là. Et tu vas me dire oui, mon ami. Mais c'est trop ça. Et en fait, ça, c'est une leçon. C'est une leçon de la vie. Pas lâcher tout. Nous, on peut se transformer en oui, que ça soit dans n'importe quoi, n'importe quel contexte, n'importe quelle situation. Il y a toujours un levier à changer, un moment à attendre. Parfois, c'est pas juste le moment. Faut juste être patient et attendre que ça soit le tien. En tout cas, Lino, c'était vraiment cool. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai hâte de passer à Niofar, du coup. Ouais. Porter les couleurs de la Casamance.
Carrément. Et moi aussi, je peux te poser des questions. Je peux te poser une petite question. Tu peux me poser une question. C'est dans quel état d'esprit aujourd'hui par rapport à ce voyage qui va commencer, comme tu l'as dit, dans 2 mois? Plusieurs. J'ai l'impression que j'ai jamais travaillé autant de ma vie. Parce que moi, je suis quelqu'un... Si ça tenait qu'à moi, ça serait un projet que je mènerais à l'arrache. Parce que moi, je suis un mec bourbier à l'arrache et c'est ma zone de confort, en fait, tu vois. Ce côté un peu... non structuré. Et Christo, du coup, est rentré dans le projet. Lui, il avait envie de faire quelque chose. Il avait cette aspiration de faire de l'associatif cette année. Moi, raconte mon projet de traverser l'Afrique à vélo et de jouer mon spectacle. Il dit, mais mec, viens, on fait ensemble, quoi, tu vois. On crée cet asso et on structure le truc. Moi, je dis oui, Christo, on travaille ensemble depuis tout petit. On a faire de la vidéo ensemble et tout. Et du coup, on commence à faire des petits rendez-vous. On joint Lucas dans l'équipe aussi, qui s'occupe de la prod de ce podcast d'ailleurs. On est là. Et là, je vois la manière de travailler de Christo. Très carré, très structuré. Et moi, je suis la kryptonite de ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire, moi? Je suis la kryptonite. Lui, il voit tout ça, là, il pète un plomb. Et moi, je suis là en mode, gros, il y a un vélo, on part. Il n'y a pas de vélo. J'ai un pote qui m'a dit, il allait me donner un vélo. C'est bon. Oui, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un souci, il y a une solution. C'est pas possible. Et lui, il est comme ça. Ouais, mais... Et c'est ces 2 profils-là qui vont faire un parfait équilibre au final. Bien. C'est de la complémentarité. C'est de la complémentarité. Heureusement. Donc, je suis dans cet état d'esprit pour revenir à ta question d'excitation la plus totale parce que moi, je suis en fin de parcours de cycle aussi. Ça fait 6 ans que j'ai un bar. Je suis en train de le vendre. J'ai hâte que ça soit fait. Et j'avais besoin de me relancer dans un truc, tu vois, où je fais vraiment 100% ce qui me plaît. Le voyage, le spectacle, la rencontre et l'entraide. Ça, c'est les valeurs que j'essaye de porter et mes hobbies, tu vois, le sport. Tout ça, là, je corrèle tout. J'ai fait, voilà, boum, ça part. L'inconnu. Je sais que je vais vivre les pires moments de ma vie et les meilleurs. Sûrement. Tu vois ce que je sais qu'il va y avoir des galères monstrueuses. Je sais qu'il y a des moments où je vais me regarder comme ça et je vais me dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu vois? Je pleurerai pas 7 jours sur 14, mais je serai là en mode, mais Ben, qui est vraiment connard, tu vois? Et 2 secondes après, je dirais, mais putain, heureusement que tu l'as fait. De ouf. Tu vois? Et je sais que ça va être des hauts, des bas, des montagnes russes, des galères avec le vélo. On n'a pas de vélo. D'ailleurs, c'est un sponsor qui veut nous sponsoriser. On est chaud. Mais tu vois ce que je veux dire? On est là. Et moi, ça me plaît. Et tu me parlais de projet et cette notion entrepreneuriale, plus t'entreprends, plus t'as envie de faire. Ouais, t'as tout le temps envie de faire et de te nourrir de nouvelles expériences, mais sans regarder forcément la viabilité des choses. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai ce profil où je m'en fous un peu, tu vois, de l'oseille qui attend que j'ai les ressources pour faire ce que j'ai envie de faire. Et il y a d'autres personnes, tu vois, l'entrepreneuriat, ça passe par la réussite financière, tout ça, peu importe, tu vois, la raison, c'est juste ce mindset que tu as quand tu entreprends et quand tu commences une aventure, le départ, tout, la structure. J'ai trop hâte aussi d'être dans un an à la fin de ce projet et de regarder tout ce qui s'est passé avec un regard extérieur, de monter ce documentaire, tu vois, où je vais me rappeler. Ça va être incroyable. Ouais. T'es animé. Ah, de ouf. J'ai une flamme en moi, tu vois, je l'avais perdue. Et c'est pour ça que c'est né ce projet, la route de l'espérance. C'est que moi, je suis un mec hyper optimiste de base, je perds l'espoir. Si moi je perds l'espoir, donc là c'est mort. Mais les gens ils sont dans quel état d'esprit en fait? Moi j'habitais à la République, des manifs toutes les 5 secondes, des trucs, je dis mais il n'y a plus d'espoir en fait. Mais on va le recréer alors, on va aller le chercher là où il est, au Cap de Bonne-Espérance. Et c'est comme ça que naît ce projet, la route de l'espérance. Trop bien. Donc je suis trop chaud. Et j'ai hâte de te croiser en Casamance du coup. En tout cas, on sent vraiment, enfin moi je ressens vraiment ton énergie. Heureusement c'est un podcast filmé, donc les gens pourront aussi recevoir ton énergie. Mais pour ceux qui vont juste l'écouter, vraiment je vous assure qu'il est dynamique et motivé. Ça fait plaisir. Ouais. Merci beaucoup Heleno, c'était trop cool. Et j'espère que vous avez passé un bon moment à nous regarder ou à nous écouter. Et puis à lundi prochain. Bisous. Bye.